Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire. Je donne la parole à votre animatrice Kimberly Fairland, directrice générale de l'Institut pour recherche sur la santé circumpolaire et membre du Cercle des politiques de l'AFCASS. Bonjour, merci et bienvenue. Je m'appelle Kimberly Fairland. Je suis très heureuse d'animer ce webinaire intitulé « Le logement, c'est la santé. Loger les personnes en situation d'itinérance pendant une pandémie et au-delà ». Avec les autres panélistes que je vais présenter dans quelques instants, je suis directrice générale de l'Institut de recherche sur la santé circumpolaire et membre du Cercle des politiques de la FCASS. Je vous parle depuis mon domicile à Yellowknife, territoire du Nord-Ouest, le territoire traditionnel de la Première Nation d'aînés de Yellowknife, ainsi que des Métis. Cette série Plein Feu est une série qui fait entendre la voix des innovateurs en matière de soins de santé au Canada pour prendre en charge les défis les plus pressants dans le secteur des soins de santé au Canada. Chaque jour, environ 35 000 personnes sont en situation d'itinérance, plus de 235 000 personnes chaque année. La pandémie de COVID-19 a souligné ce que nous savions déjà. Le logement, c'est la santé. Et ce que la pandémie a mis en lumière, c'est que le fait d'avoir un domicile peut littéralement être une question de vie ou de mort, puisque les gouvernements partout au Canada ont imposé des politiques, justement, consistant à demeurer à son domicile afin de prévenir de nouvelles infections et d'aplanir la courbe. Nous sommes dans la même tempête, mais pas dans le même bateau. Pour ceux qui sont en situation d'itinérance ou de logement précaire, il peut être compliqué de se conformer aux consignes de santé publique, d'observer la distanciation sociale ou de se laver les mains. On ne peut pas pratiquer la distanciation sociale si l'on dort sur un matelas dans un abri, dans un refuge, et il est difficile de se laver les mains si vous vivez dans une réserve d'une Première Nation avec une ordonnance imposant de faire bouillir l'eau. La pandémie a souligné certaines inégalités persistantes pour certaines populations au Canada, comme l'a noté le médecin hygiéniste en chef, la Dr Teresa Tam, dans son dernier rapport annuel. Comme elle le déclare, nous devons améliorer les conditions de santé sociale et économique de ces populations afin de parvenir à l'équité en matière de santé et de nous protéger tous contre la menace de la COVID-19 et de pandémies futures. En réponse à la pandémie, les responsables des services aux personnes en situation d'itinérance ont créé des partenariats avec les responsables de la santé publique, les communautés et d'autres intervenants pour répondre à la pandémie, pour créer davantage de distanciation sociale dans les refuges existants, pour ouvrir de nouveaux refuges et pour créer des espaces d'isolement et de quarantaine. Les gouvernements fédéraux et provinciaux, territoriaux ont fourni un financement considérable et beaucoup de communautés et d'instances ont réalisé des progrès durement acquis. Oui, il y a donc des éléments positifs, nous allons parler, et nous avons appris plusieurs leçons, mais il y aura un certain nombre de défis, et le système pourrait très bien entraîner davantage de contraintes et de difficultés dans le système. Dans cet épisode, nous espérons aborder ces questions et d'autres encore, vous exposer ce qui fonctionne et avoir une conversation sur ce qu'il faudra pour combler les lacunes et pour pérenniser et développer encore les améliorations déjà obtenues. Alors, je vais demander à chaque panéliste de se présenter. Je vais simplement demander à chacun de se présenter au fur et à mesure. Vous pourrez nous parler du rôle que vous jouez dans l'écosystème de logement et de la santé au Canada. Ce sera très rapide. Alors, je vais commencer à gauche avec Julia. Merci Kimberly et merci aux organisateurs de m'avoir invité à participer aujourd'hui. J'ai vraiment hâte d'intervenir dans cette discussion. Je m'appelle Julia Christensen, je suis professeure adjointe de géographie à l'Université Memorial à Saint-Jean de Terre-Neuve et je suis également titulaire d'une chaire de recherche du Canada en politique en matière de santé. Je me trouve depuis le foyer ancestral des Beothuk et des Mi'kmaq. Mon rôle dans le domaine du logement, de l'itinérance et de la santé consiste à faire un travail de recherche. J'ai procédé à des collaborations, j'ai publié des ouvrages et j'ai participé à des partenariats depuis 13 ans en recherche
notamment un partenariat entre les communautés du Nord et autochtones, les ONG, plusieurs paliers de gouvernement dans le Nord canadien et des chercheurs basés dans la communauté, dans des universités, collaborant en vue de prendre en charge la crise du logement dans le Nord. Merci beaucoup, Julia. À présent, je vais donner la parole à Ian de se présenter. Je vous rappelle d'activer votre micro. Bonjour tout le monde. Je vous remercie de me donner la parole dans cette séance. Je m'appelle Ian DeYoung. J'anime le groupe Orc Code Consulting. Nous offrons des services de formation et de consultation à des organisations en milieu communautaire et gouvernemental dans les domaines du logement et de l'itinérance. Je me trouve à Oakville, Ontario, foyer traditionnel des Haudenosaunee, des Anishinaabe. Je suis certain de mal prononcer ce titre. Je suis l'auteur d'une trousse d'outils pour les leaders en matière d'itinérance au Canada et je suis conseiller du mouvement national pour mettre fin à l'itinérance. Je travaille avec Reaching Home, l'initiative fédérale visant à réduire l'itinérance au Canada, et je suis également conseiller technique du réseau canadien de transformation des refuges qui travaille en vue de réduire les séjours dans les refuges avec une forte orientation sur le logement pour aider les gens à quitter les refuges afin de trouver des solutions de logement permanentes. Merci Ian et bienvenue. Sophia. Bonjour, je m'appelle Sophia Ikura. Je suis directrice générale de Health Consulting. Mon rôle dans ce secteur est très limité. Je me trouve au sein d'un groupe d'experts. Le rôle de mon laboratoire dans la pandémie, dans le secteur de l'itinérance, a consisté à soutenir la mise sur pied de la réponse dans les refuges pour ceux qui interviennent dans le domaine donc de l'itinérance. Nous établissons un partenariat entre le University Health Network et le centre de santé de Parkdale Queen West en vue de déterminer quel modèle conviendrait le mieux à la population pendant cette période. Cela nous a donné la possibilité d'apprendre beaucoup de choses au contact de nos partenaires et également au contact des clients et du personnel qui desservent cette population. Le laboratoire Health Commons travaille sur des innovations dans les secteurs de la santé avec une approche basée sur la santé des populations qui intègre de multiples disciplines, depuis la conception de services, l'ethnographie, l'anthropologie, jusqu'aux outils traditionnels de santé publique et aux outils en matière de politique de santé. Merci beaucoup, Sophia, et bienvenue. Nahid, voudriez-vous vous présenter brièvement? Bonjour tout le monde. Merci aux organisateurs, merci à Kimberly et merci aux autres panélistes qui sont tellement impressionnants à tant d'égards. Je me trouve à Toronto, qui depuis des milliers d'années est le foyer traditionnel des Hurons-Wendat, des Sénéca et plus récemment des Mississauga de la rivière Credit. Je me trouve dans ma salle d'exercice avec mon vélo stationnaire derrière moi. Je porte plusieurs casquettes. Je travaille sur la crise de l'itinérance depuis plusieurs années en tant que fondateur du programme PEACH. C'est un programme d'éducation palliative, un programme mobile qui vise à répondre aux besoins des personnes en itinérance qui sont face à des maladies graves dans la rue, dans des refuges, sous des ponts et viaducs. Le programme s'est développé et puisque les besoins se développent, le nombre de cas se développe, nous organisons des cercles de deuil pour le personnel afin de soutenir les personnes qui travaillent dans les programmes à Toronto, qui vivent leur itinérance dans le cadre de la COVID. Je suis également directeur médical du programme de la région de Peel de réaction à l'itinérance. J'ai été invité par la région de Peel à mettre au point
un programme pour soutenir les personnes en situation d'itinérance, qui sont environ 1400 dans la région, un programme d'isolement, un programme de rétablissement des voies vers le logement. Je travaille également en tant que militant pour la justice en matière de logement. Je crois passionnément que la COVID a montré que nous pouvons partager l'itinérance. C'est peut-être pour cela que je suis inclus sur le panel aujourd'hui. J'ai hâte de participer à ce débat. Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai hâte de participer à cette conversation, le savoir, l'expérience que nous avons réunis au sein de ce panel. Alors, je vais commencer par quelques questions dans mon propre domaine. Il y a des choses que je voudrais savoir. Il s'agit des... alors, je vais donc donner la parole à Ian pour commencer. Quelle est la différence entre l'itinérance et le fait d'être sans logement? Dans un cas, l'itinérance est une question de connexion sociale et dans l'autre cas, il s'agit de la structure physique. Voudriez-vous commencer par évoquer cela? Volontiers. Il y a une chose qui est très claire, c'est que l'intégration sociale et communautaire doit être l'une des pierres angulaires de tout le travail que nous accomplissons. Il s'agit de fournir un logement d'abord, mais pas un logement seulement. Si l'on songe à des réponses efficaces à l'itinérance, comme on songe au logement comme la solution de l'itinérance, il faut des mécanismes de soutien qui permettent aux gens de s'intégrer authentiquement au sein des communautés, des personnes avec lesquelles ils choisissent de s'affilier, d'établir des liens, d'éprouver un sentiment de soutien. Voilà une perspective. Une autre perspective serait que, bon, si vous songez au travail de Jesse Thistle qui nous aide à comprendre des définitions de l'itinérance autochtone, quand on songe au nombre de personnes qui ont été déplacées de leurs foyers ancestraux et de leurs terres traditionnelles, qui ont migré vers différentes parties du pays, je crois qu'il faut également songer à ce que cela signifie ce manque de lien au niveau culturel. Je soulignerai également que dans le secteur de l'itinérance des jeunes, nous devons réfléchir de manière critique aux notions de l'itinérance et de l'absence de logement, de la trajectoire en matière d'itinérance de jeunes qui ont peut-être quitté différents endroits où ils ne se sentaient pas chez eux. Et enfin, dernier point de vue pour déclencher le débat, nous devons également tenir compte des survivants de violences familiales ou de partenaires. La récréation d'un foyer est nécessaire dans le cadre du rétablissement après cette expérience. Donc, pour commencer, oui, nous devons considérer l'itinérance comme étant, le logement comme étant la réponse à l'absence d'un logement et à l'itinérance. Le rétablissement du fait que l'on n'a pas de foyer pour parvenir à un sentiment de connexion, d'intégration, c'est généralement beaucoup plus long que ce que la plupart des fournisseurs de services aux sans-abri peuvent fournir. Bon, très bien. Alors, je vais passer à Julia et voir si vous voulez développer certaines de ces connexions au niveau des éléments importants de la question. Oui, je remercie Ian d'avoir fait le tour de la question de façon aussi complète et exhaustive, les différentes filières, les différentes pistes dans le domaine de la distinction entre l'itinérance et l'absence de logement. Je crois que la pandémie a vraiment mis en lumière, dans le Nord, en tout cas, la nécessité de soutien à plus long terme, de programmes de soutien à plus long terme qui considèrent la nécessité d'un foyer qui est une constellation complexe de facteurs qui donnent un sentiment d'appartenance. Pour aller plus loin également, Ian signale avec raison le travail de Jesse Thistle. Lorsque nous considérons les réponses des communautés du Nord et autochtones, nous voyons de nombreux exemples de cas où il est nécessaire de conférer un financement direct aux communautés du Nord afin que celles-ci puissent déterminer des pistes en matière de logement et de soutien sous forme de logement qui sont appropriés au niveau culturel et local, en fonction des priorités des besoins locaux.
Dans mes recherches auprès des personnes qui ont une expérience vécue, l'un des problèmes que me pose le terme d'itinérance, c'est que parfois nous pouvons oublier le sentiment très très différent de foyer que possèdent les personnes qui ont une expérience vécue, que ce soit avec leur famille choisie, leurs amis dans la rue, dans les refuges, les fournisseurs de soutien qui peuvent jouer un rôle particulier, ou peuvent vouloir déménager pour se rapprocher d'enfants qui sont pris en charge, qui sont placés. Et donc je crois que c'est la possibilité pour ceux qui fournissent des soutiens, pour ceux qui élaborent des politiques, de voir quels sont les éléments qui comptent déjà dans la vie des gens et comment ces éléments peuvent-ils être favorisés. On le voit déjà dans le cadre d'autres programmes Housing First et d'autres programmes de soutien, mais c'est complexe et il vaut la peine, je pense, de considérer la question au niveau de l'itinérance et au niveau de l'absence de logement. Merci beaucoup, c'est une excellente perspective. Je songe à Nahid et son expérience pendant la pandémie. Je me demande comment la pandémie a changé le travail que vous accomplissez. Oui. J'ai posé la question sur la définition canadienne donc de l'itinérance et de l'absence de logement. Et je représente un réseau de travailleurs en santé et d'organisations partout au pays la crise des opiacés puis la pandémie de COVID-19. Ce qui est intéressant, c'est que selon la région où vous vous trouvez, que ce soit Victoria en Colombie-Britannique ou Saskatoon ou Ottawa ou Toronto ou la région de Peel, cela dépend des antécédents des organisations locales, de leur mode de fonctionnement. Est-ce qu'il y a des antécédents d'entités s'intéressant à la santé des personnes en itinérance? À Toronto, nous avons une longue histoire de collaboration avec Sophia et son groupe pour mettre au point ce programme de réponse à la COVID, alors que ces antécédents n'existent pas dans la région de Peel. Donc parfois, les gouvernements, les pouvoirs publics, les collectivités locales collaborent pour mettre au point des programmes, quel que soit le ressort administratif. Il y a généralement eu une réponse pour les personnes vivant l'itinérance, ce qui en général comporte un programme d'isolement. Pour les personnes en état d'itinérance, leur permettent d'être testées, de se trouver dans une situation sécuritaire. Beaucoup de ces programmes, ce Canada propose des soins éclairés par les traumatismes, réduction des méfaits, gestion des cas, et bien sûr un programme de rétablissement de la COVID après un diagnostic positif, avec différentes structures également. Dans la région de Peel, nous avons mis au point 2 entités qui se trouvent dans un même immeuble, un hôtel, et cela permet de fournir des services réciproques et partagés. Donc, ce genre de programme a été mis au point. Nous avons également constaté que notre travail a pris un degré d'intensité plus élevé. Plus de 45 personnes chaque semaine meurent d'une surdose d'opiacés. Il y a davantage de décès, de morbidité, de mortalité, de souffrance que jamais. Et il y a une chose que j'ai constaté, c'est qu'il faut soutenir les collègues qui gèrent le deuil, la fatigue de la compassion. Je n'aime pas dire l'épuisement, parce que l'épuisement, le burn-out, c'est une situation un peu différente. Je parle de fatigue de compassion, des confrères qui travaillent jour et nuit et qui se heurtent à des systèmes qui préparent souvent l'échec en raison de lacunes systémiques. Alors donc voilà 3 grands domaines dans lesquels, à mon avis, le travail a évolué au fil du temps au niveau de la santé pour les personnes en situation d'itinérance. Ça, c'est un aperçu très, très important. Je me demande, Sophia, si vous voudriez ajouter, d'après votre expérience avec Health Commons et les innovations que vous introduisez pendant cette période. Oui, j'aimerais bien peut-être revenir à la question précédente, la question de l'itinérance par rapport à l'absence de logement. Le laboratoire a des antécédents dans ce secteur auprès de populations qui vivent à la rue ou qui viennent d'être relogés ou dans des logements de transition. Donc comment pouvons-nous trouver moyen de soutenir la communauté pour établir des liens
tisser des liens afin que l'on puisse passer d'un sentiment de dissociation à un sentiment de connexion. C'est un élément critique pour faire en sorte que le logement soit plus pérenne. Nous avons constaté une ou deux choses intéressantes. J'ai travaillé avec un groupe d'innovation, un laboratoire d'innovation en Colombie-Britannique, et nous avons prolongé ces travaux à Toronto. On passe beaucoup de temps à essayer de comprendre, en fonction des données que nous recueillons auprès de personnel de première ligne dans les refuges et les clients qui les fréquentent. Donc, quel rôle pouvez-vous jouer pour maintenir les gens en place plutôt que quel rôle la communauté joue-t-elle en rendant inintéressant de quitter la sécurité de cette connexion et de se déplacer, de déménager dans un autre endroit. Il est nécessaire que les intervenants du système redéfinissent les rôles qu'ils jouent et prennent conscience des rôles qu'ils jouent lorsqu'ils ne soutiennent pas les transitions. Et bon, le fait d'un échec n'est peut-être pas le bon terme, mais le personnel considérait le rôle comme étant de rencontrer les gens là où ils étaient le jour même, à l'instant. Et c'était l'aspect le plus critique de leur relation avec leurs clients. Mais bon nombre des personnes qui avaient des résultats négatifs vivaient un processus de changement, et ce changement n'était pas approprié au niveau de la relation clinique, de l'intervention clinique ou de la relation client. Donc, ce qu'il faut, ce qui est nécessaire, c'est peut-être un nouveau degré de concentration dans le système. Dans tout l'ensemble, toute la gamme des services dont nous disposons, il faut que les personnes et les pairs soient considérés comme étant une ressource très importante dans le développement d'une résilience, d'une participation. Il faut réfléchir de manière créative à la manière dont le système peut soutenir cela. Je crois que, tandis que nous nous retrouverons dans des situations où beaucoup de gens sont relogés pendant la COVID et nous essayons de trouver moyen de stabiliser ce relogement, un élément important, ce sera de faire en sorte que les partenaires des services de santé et des services sociaux qui doivent envisager de façon très créative des façons de développer la communauté. L'une des premières priorités serait peut-être, bon, nous comprenons à présent qu'il y a une réponse structurelle au problème de l'absence de logement, mais que les traumas que bon nombre de ces clients ont vécus ne peut être résolu qu'en créant un sentiment de connexion à la communauté. Et la conversation doit sans doute commencer à ce niveau-là de la transition. Bon, je n'ai pas répondu à votre deuxième question, mais c'est simplement une observation au niveau du lien entre ce qui se passait avant la COVID et ce qui va se passer après. Merci beaucoup, Sophia. Je précise également aux panélistes, si vous voulez intervenir dans la conversation, faites-moi un petit signal, je vais surveiller. Je vais à présent donner la parole à Ian pour lui demander de développer un petit peu les propos sur la fatigue de la compassion et nous aider à rebondir sur les commentaires de Sophia, en ce sens qu'il s'agit d'un problème systémique. Comment pouvons-nous donc créer ces connexions, ces relations, des relations qui soutiennent les efforts en vue de parvenir à la multitude d'objectifs prioritaires. Merci pour cette question. Mon observation serait que différents processus sont à l'œuvre dans différentes régions du pays. Pour remonter sur ce que disait Nahid, une observation importante, ça a été que les petites communautés qui n'ont pas nécessairement eu une infrastructure de soutien, historiquement, de soutien aux personnes en absence de logement ou en itinérance, qui s'y sont lancées sans bagage historique, si vous voulez, pour faire court, donner la possibilité à plusieurs partenaires de se concerter pour dire, par exemple, comment est-ce qu'on abrite les gens quand on n'a pas de refuge dans notre communauté, qu'on a peut-être un ou deux motels,
qui doit offrir un soutien, qui doit assurer la dotation personnelle, comment pouvons-nous proposer des ressources de santé, de services sociaux dans ce local, comment est-ce que nous pouvons proposer des soutiens au plan du revenu. Et des mesures de solution de problèmes très créatives ont été trouvées. L'urgence de la crise a débouché sur des solutions qui, dans certains entretiens que j'ai eus, ont entraîné des interrogations. Pourquoi n'avons-nous pas fait cela historiquement? Et s'il y a quelque chose de positif qui sort de cette situation, ce serait là une chose. Par ailleurs, et en ce qui concerne la fatigue de compassion, dans certains des grands établissements au Canada, on était submergé au débui. On ne savait pas très bien ce qui arrivait. En fait, on allait à 1000 milles à l'heure sans nécessairement savoir exactement ce qu'il fallait faire. Dans ces quelques premières semaines, ces 2 premiers mois, j'ai reçu beaucoup d'appels paniqués en disant est-ce que quelqu'un a trouvé une solution à ce problème-ci parce que nous sommes épuisés, s'il y a une réponse quelque part, nous aimerions la trouver. La façon dont ces organisations, par un processus de prise en compte du fait que soutenir les gens qui font le travail était tout aussi important que de soutenir les personnes affectées par l'itinérance, de prendre le temps d'honorer la contribution du personnel dans ce secteur, ce qui, je dirais, a entraîné des résultats absolument formidables dans certains endroits, en ce qui concerne l'accès au logement, le soutien au logement, mais aussi la concertation avec un plus grand nombre de partenaires communautaires, le décloisonnement. Et je dirais que dans l'avenir, dans ce secteur, j'espère que nous ne perdrons pas de vue certaines de ces synergies qui ont été acquises, que nous saurons comment nous soutenir, pas simplement par rapport à des participants à des programmes, des personnes qui vivent l'itinérance, mais apprendre à nous soutenir non pas seulement en tant que personne, mais en tant qu'organisation. Partager cet espace de recherche de solutions en matière d'absence de logement. Merci beaucoup. Je songe, Julia, à certains des travaux que vous avez accomplis auprès de communautés dans le Nord. Ce sont des communautés plus petites, plus rurales, et qui vivent certains des défis que Ian a évoqués, absence de refuge par exemple. Est-ce qu'il y a des innovations que vous voudriez signaler d'après cette expérience? Eh bien, je signalerai le programme de réduction des méfaits et de soutien au logement à Yellowknife qui a été mis au point. C'est le premier en son genre pendant la pandémie qui gère un programme de gestion du sevrage de l'alcool avec un programme de logement, de soutien au logement. Donc un exemple du fait de la manière de la pandémie a obligé à relever rapidement les défis reliés à la capacité des gens vivant l'itinérance de s'abriter dans leur logement grâce au leadership de la Société des femmes de Yellowknife. Et ça, c'est quelque chose que nous voyons surtout dans les capitales du Nord. Il y a des collaborations très intéressantes entre les gouvernements autochtones, territoriaux, municipaux, le secteur à but non lucratif dans certains de ces nouvelles relations dont Ian parlait. Ici, dans le contexte de Terre-Neuve et Labrador et de Happy Valley Goose Bay, le gouvernement Naskapi, par exemple, joue un rôle de leadership dans la mise en place des services de refuge d'urgence dans la communauté de Happy Valley Goose Bay. Mais par contraste, à Yellowknife, pendant la pandémie, à Happy Valley Goose Bay, il y a eu un effort en vue de fournir des abris d'urgence. Il y a des gens qui sont abrités donc à Happy Valley Goose Bay. Le gouvernement local paye le coût de l'hôtel pour un nombre de personnes assez considérable qui sont logées à l'hôtel. Et on en revient à ce que disait Sophia, c'est-à-dire l'importance attachée au logement. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe après? Et il n'y a pas eu, comme on l'a vu à Yellowknife, il n'y a pas eu de mouvement vers la réduction des méfaits. On veut d'imaginer à quoi un soutien en matière de logement à long terme pourrait ressembler dans le contexte de cette petite communauté.
Donc il y a des défis immenses lorsqu'on recherche des locaux qui peuvent être utilisés pour des programmes de soutien assisté dans des délais très courts, même à long terme, ça devient un problème constant de trouver des locaux pour proposer des programmes et puis ensuite de déterminer qui sera responsable de l'administration de ces programmes. Et c'est pourquoi nous assistons à l'apparition de nouveaux intervenants, de nouveaux joueurs, si vous voulez, intéressants qui se lancent dans la prestation de programmes. À Inuvik, par exemple, la façon dont la Inuvialuit Regional Corporation et le conseil de Tribal ont joué des rôles très importants pour prendre en charge les problèmes d'itinérance dans la communauté. Mais en ce qui concerne les innovations, on a beaucoup parlé de réduction des méfaits dans le cadre du logement assisté à Irlande depuis longtemps, et c'est avec la pandémie que cet impératif est devenu réalité. Bon, à présent, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe après? Comment on s'assure que les succès de ce programme continuent, sont prolongés dans la phase post-vaccin, parce que nous ne pouvons pas revenir en arrière à l'état de choses antérieur. Bon, je vais donner la parole à Nahid à présent. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez souligner en ce qui concerne l'engagement communautaire, les partenaires qui se présentent, et Sophia aussi? Donnez-moi un signal si vous voulez intervenir dans cet entretien. Il s'agirait aussi d'aborder la résilience des systèmes. Comment peut-on répondre à long terme? Eh bien, dans mon petit coin du monde, bon, les organisations et les communautés réagissent davantage à ce problème du soutien aux personnes vivant l'itinérance plus que jamais auparavant. C'est pourquoi je suis convaincu que la COVID a déclenché beaucoup de choses. Avant la pandémie, on nous disait que différents paliers de gouvernement n'arrivent pas à collaborer, les budgets ne sont pas suffisants, on ne peut pas s'adapter si rapidement, le système n'est pas très agile. Et voyez avec quelle rapidité les gens ont pu conjuguer leurs efforts, que ce soit entre instances au Canada où il y a beaucoup d'antécédents ou dans certains d'autres cas où c'est tout nouveau, ce genre de collaboration est tout nouveau. Sur cette gamme de situations, les gens ont pu apprendre à collaborer de façon tout à fait inhabituelle. Bon, les gouvernements locaux, j'oublie peut-être quelques catégories, les gouvernements locaux, les autorités locales, le secteur de la santé, donc les hôpitaux de soins actifs dans certains endroits y participent, et les fournisseurs de soins communautaires sont plus connectés que jamais. Et les fournisseurs de logements reconnaissent la connexion qui doit intervenir, puisque je suis médecin, j'essaye d'ajouter cet angle de la santé. Globalement, nous constatons que tout cela fait partie d'un plan de rétablissement. Le programme, la campagne de rétablissement pour tous de l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance vaut la peine d'être consulté. Je vais afficher le lien dans un instant. Et cela revient à l'enthousiasme. Nous sommes en pleine pandémie, mais c'est très difficile. Les gens vivant l'itinérance en portent le plus lourd fardeau, mais c'est peut-être la formule qui nous permettra d'en sortir. C'est la réponse au niveau de la santé, au niveau de la première ligne, que je vois et qui me convainc. Bon, eh bien, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cette idée du fait que bon, les plus petites unités. Alors donc, je suis d'accord. Nous avons constaté beaucoup de pertes pendant cette période. Ce qui ressort de tout cela, ce sont de très bons exemples de la nature complexe de la réponse, de la réaction. Beaucoup de nouvelles organisations qui sont intervenues d'une façon absolument sans précédent. Comment est-ce que nous pouvons traduire cela en changement structurel pour aller de l'avant, dans le cadre du rétablissement?
J'offrirai une ou deux observations. Au niveau des décideurs, des partenaires, donc de la dynamique de pouvoir, tout découle d'une question de... Bon, nous avons la vision du monde, nous avions chacun une vision du monde très cloisonnée. Nous nous spécialisions dans notre petit secteur. Par exemple, nous avions une vision du monde quant à la nature du problème de l'itinérance. Alors donc, nous savons que c'est beaucoup plus vaste que la simple question de l'absence de logement. Alors donc, nous avons des visions du monde qui ont largement assuré donc qui se situe à la base de nos travaux. Mais maintenant, il faut assumer la complexité du problème et certaines solutions très intéressantes qui en sont ressorties. Je crois que c'est une combinaison de la nécessité d'abord d'identifier très clairement l'objectif que nous recherchons. Donc, les consignes de rester à domicile, bon, pour les personnes qui sont en situation d'itinérance et qui ont un diagnostic positif, et quand on croit que de réduire la transmission, il s'agit de créer les conditions dans lesquelles les gens peuvent bon, il faut articuler quelle est l'intention exacte. Il y a également donc de narratif. Il s'agit de déterminer ce qui est différent. Et une chose qui m'enthousiasme dans les mesures qui ont été prises, c'est qu'il y a beaucoup d'ambiguïté. Différents experts sont en mesure d'émerger dans ces secteurs. Dans nos entrevues avec les résidents, l'un des groupes qui ont émergé comme jouant un rôle critique dans l'équipe, ce sont les pairs qui jouaient un rôle de soutien. Autrefois, on n'y pensait pas vraiment, c'était une main-d'œuvre bon marché. Mais en fait, nous avons constaté que dans cette expérience, c'est que personne n'a pu faire ce que les pairs ont pu faire au niveau d'un soutien authentique à des gens qui vivent une expérience très traumatisante d'absence de logement et de diagnostic positif de Covid. Leur capacité d'intégrer l'expérience de ces personnes, de les guider de manière avec sympathie, cela a vraiment bouleversé l'expérience de soins. Donc je crois que cette narration peut nous permettre d'identifier ce qui est différent. Les récits sont vraiment à la base de tout cela. Et puis je crois qu'il y a des efforts qui ont été engagés. Les gouvernements jouent un rôle, cela ne fait absolument aucun doute, mais entrons dans le détail des attentes quant à l'action des gouvernements, quant à la manière dont ils vont remplir ce rôle. Et quelles sont les attentes à l'égard de connexions beaucoup plus profondes au niveau des gouvernements, entre ministères, entre programmes, qui pourrait représenter l'une des attentes critiques au niveau donc municipal. Alors voilà quelques idées au niveau de la description de l'allure que prend le changement. Et puis d'enraciner ce changement au niveau des récits, au niveau des données que l'on recueille. Il s'agit d'un point de départ pour ce que l'on peut réaliser pendant cette période. Je pense que cela peut contribuer à changer la situation. Merci. Une question nous est posée dans la boîte de dialogue. Alors, peut-être à Ian ou à Nahid. Alors, quelles sont les meilleures stratégies pour surmonter la résistance des autorités municipales au projet de logement? Donc, pour accroître l'acceptabilité sociale. Ian, voulez-vous proposer une réponse? Non, je vais laisser Nahid commencer à amorcer une réponse. Eh bien, c'est une très bonne question. Dans une ère où tout le monde veut implanter les problèmes ailleurs, et ça c'est vraiment ressorti de façon assez laide dans beaucoup d'endroits du Canada. Moi, je peux parler au niveau de la santé, du point de vue de la santé.
Et je dirais que pour développer un programme de réponse à la COVID, il fallait vraiment se concentrer sur ce problème. C'est un problème public, vous utilisez de l'argent public, c'est incontestable. Donc il y a une chose qui est remontée, vous avez certainement des récits, par exemple à Toronto, où les gens protestaient littéralement contre la présence de refuges, euh, puisqu'il y avait des centres d'accueil qui allaient être fermés, qu'il fallait mettre des programmes au point. Si vous considérez vos champions internes et externes, quand vous travaillez avec des gouvernements municipaux notamment, il faut identifier à l'interne qui sont ceux qui ont une compréhension des causes profondes de l'itinérance, de la pauvreté, qui ont démontré politiquement cette volonté, qui ont créé des alliances. Il ne s'agit pas uniquement des politiciens, mais de leur personnel aussi, des agents de programme, des personnes qui sélectionnent les données au niveau de la ville, de la région, et qui bâtissent toute la plupart des avancées. Et puis à l'externe, il faut songer aux champions dans la communauté. Dans la communauté où je travaille, ça a été donc un membre du conseil d'administration à l'hôpital, ça a été un responsable clinique de service d'urgence, et toutes sortes d'autres intervenants qui ont pu reconnaître et voir qu'est-ce que ça peut faire l'itinérance, qu'est-ce que ça peut faire aux gens, surtout en pandémie. Et je crois que le fait de ne pas avoir peur d'aborder ce genre de questions, de comprendre qu'il y a un aspect de relation publique. Je suis en pointe dans ce dossier de bien des façons, et puis qu'il faut fonder vos propositions sur des données sociales, comprendre le rendement social de l'investissement. Il y a des recherches qui le démontrent, le rendement social de l'investissement pour des programmes de réduction des méfaits, de logement par exemple, dans une région, sans avoir peur de signaler cette controverse de façon publique et claire. Je crois que les Canadiens sont des gens qui ont de la compassion. Nous avons eu cette compassion qui, dans plusieurs interactions, ont primé sur le rejet. Et je pense que cela constitue des mesures pratiques. Bon, je vais donc à présent donner la parole à Ian. Bon, je voudrais revenir sur la possibilité de la question de l'empathie. Je crois que les gens doivent avoir la possibilité de répondre à quelque chose. Surtout dans les environnements urbains, toute solution signifie que, bon, on est dans la cour de quelqu'un. Et à l'heure actuelle, à Toronto, la conversation est dominée par les groupes d'intérêt qui sont surtout dominés par des parents de classe moyenne qui ne sont pas contents de la présence d'un abri dans leur communauté d'un refuge. Ce qui manque, ce sont les récits des personnes qui, à bien des égards, je songe au Bond Street Hotel à Toronto, il y a des gens qui sont sans logement depuis 20 ans et qui ont leur premier logement stable depuis cette période, début de cette période. Ça les transforme fondamentalement dans les conversations que j'ai eues avec le personnel local. Et ce sont des expériences profondément personnelles que nous devons raconter. Donc je crois que c'est en partie une campagne auprès des pairs et nous devons trouver des façons de communiquer ce récit. Je cherche un cinéaste à l'heure actuelle, de quelqu'un qui va documenter ces récits. Il y a une église à côté d'un refuge dans notre coin qui n'apprécie pas la présence du refuge. Et il faut parler aux gens la langue qu'ils connaissent, parce que dans bien des cas, je pense qu'il faut aider tout le monde à comprendre que nos espaces sont pour tout le monde. Et je crois qu'il faut faire donc preuve de créativité, utiliser tous les moyens possibles. Je pense qu'il y a un argument rationnel à avancer, et puis il y a un argument humain à avancer, et il faut actionner tous ces leviers. Merci Sophia. Le dialogue est très très important à cet égard. Avec la pandémie, c'est devenu
beaucoup plus important dans la conversation. Et pour revenir au fait que c'est ce dialogue, si ce dialogue est absent, la question de l'accessibilité est différente, est difficile à aborder. Ian, voulez-vous faire un commentaire? Eh bien, moi je m'incline parce que ayant travaillé au soutien de plusieurs projets de logement avec logement assisté pendant la COVID, j'ai constaté, généralement parlant, qu'il y a beaucoup de membres du personnel municipal qui sont des promoteurs fantastiques pour le logement et pour l'innovation, qui ce sont des champions de l'innovation, qui essayent de trouver des moyens de répondre réellement aux besoins de gens qui ont connu l'itinérance et ce de manière intégrée. Mais ceci dit, il y a bien sûr des difficultés. On en garde des cicatrices. En parlant de logement assisté, il faut s'attendre à ce qu'il y a des élus municipaux qui sont d'accord, mais une fois qu'il y a cette coalition d'opposition, bon, ils vont s'attaquer à l'idée, ensuite ils vont s'attaquer au processus, ensuite ils vont s'attaquer à la personne. Et bon, je ne veux pas cette chose, je n'aime pas la façon dont vous avez fait cela et je ne vous aime pas. Je crois que ce que nous devons faire, c'est, bien souvent, nous sommes en mode défensif. Je crois que l'occasion qui s'offre, c'est de trouver davantage de champions proactifs, qui s'intéressent davantage à participer, non pas seulement parce que c'est leur quartier, mais parce qu'ils jugent que c'est ce qu'il faut faire pour l'ensemble de la communauté. Donc il faut donner une voix à ces membres du personnel municipal, à ces élus municipaux pour leur dire que oui, vous allez entendre des voix en opposition, mais nous sommes tout un groupe derrière vous, à vos côtés, qui allons supporter cette charge avec vous. Ça peut peut-être créer un élan pour permettre à plus de dirigeants municipaux pour se lancer, pour savoir qu'ils ne seront pas simplement but à l'opposition, mais qu'ils auront également des soutiens. Merci Ian. Julia, quelle est votre expérience au niveau de la situation dans le Nord, d'après ce que les panélistes nous ont dit? Et puis, je vois que le temps passe, alors après cela, je vais vous demander de commencer à réfléchir à une dernière intervention. Qu'est-ce que nous devons voir? Qu'est-ce que nous devons tirer de tout cela au niveau de transformation, de leadership pour conclure? Donc, Julia, vous voulez commencer à parler du Nord? Oui. Bon, le syndrome là, du pas dans ma cour est bel et bien, vivace dans le Nord, surtout quand on considère les centres régionaux comme Yellowknife et Whitehorse et Iqaluit. Ce sont des communautés qui desservent l'ensemble d'une région, qui fournissent beaucoup de soutien sociaux en matière de santé important, mais qui sont également les sites où sont implantés les refuges d'urgence. C'est là où se situent les refuges, c'est là où il y aura des programmes de soutien assisté, c'est là où tout se concentre. Donc la visibilité est amplifiée. Donc au niveau puisque la population est limitée, encore une fois, au niveau de l'acceptabilité sociale entre organismes, la collaboration entre organismes, et quand cela fonctionne bien, et donc au niveau des gouvernements autochtones, municipaux, et je crois que c'est reflété donc dans les sentiments du public. Mais il y a une chose que je soulignerai, encore une fois, pour bâtir à plus long terme, pour bâtir le soutien du public pour le logement assisté, c'est vraiment l'évaluation, le volet d'évaluation de ce qui a été intégré, ce qui a été inclus au niveau de la pandémie. Encore une fois, avant cela, donc, il y avait un programme de 30 jours de sevrage de l'alcool qui a été mis en œuvre au niveau de la première vague. Et les médias ont joué un rôle très clair pour communiquer au public les résultats de ce programme. Cela a donné au public la possibilité de dire que bon, c'est un programme, non pas seulement au niveau des fournisseurs du programme, mais au niveau des résidents du programme, que ça marchait. Et il y avait donc le récit de sentiments d'appartenance, de foyer, qui sont énoncés dans les médias. Donc je crois qu'on a vu davantage d'accueil, une acceptation plus rapide de ce programme.
Alors donc nous avons la possibilité, grâce aux recherches, d'évaluer certains de ces programmes au niveau quantitatif et aussi au niveau qualitatif. Les personnes vivant l'itinérance peuvent communiquer cela au public pour montrer que ces initiatives ont fonctionné et puis ensuite puiser dans l'affectif, comme Sophia le disait. Et Nahid, vous voulez formuler quelques ultimes observations au niveau du volet de leadership de transformateur? Oui, tout à fait. Je dirais que tous les membres de ce panel sont des leaders transformateurs. Je voudrais également revenir à la campagne du rétablissement pour tous de l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance. Nous avons rédigé un article sur un plan en 6 points et je pense que ça vaut la peine de le passer en revue. Une première chose, il faut un engagement fédéral à mettre fin à l'itinérance dans un délai spécifique. On a eu ça dans le discours du trône. Donc ça, c'était formidable, mais nous ne sommes pas entrés dans le détail des engagements au niveau de la définition de l'itinérance, la définition de l'itinérance en milieu autochtone et la façon dont l'itinérance est vécue par les femmes, les jeunes, les personnes de couleur. Ça, c'est également crucial. Ensuite, il faut songer à des mécanismes pour soulager la pauvreté grâce à des soutiens de revenus. Donc, un revenu de base universel, il y a beaucoup d'avantages et d'inconvénients. Ce serait un autre débat, mais c'est un élément très important. Ensuite, il faut développer l'offre de logements abordables afin qu'il y ait car il faudrait 370 000 logements abordables de plus qui n'existent pas. Enfin, quatrièmement, le gouvernement du Canada a reconnu que le logement est un droit de la personne. Il n'y a pas encore de structure de supervision qui est nécessaire pour protéger les gens. Et encore une fois, c'était dans le discours du trône, la création d'un Conseil national du logement, mais qui n'a pas encore vu ses attributions définies. Cinquièmement, pour empêcher l'érosion naturelle de notre parc de logements abordables en empêchant les financiers, les fonds de racheter des unités de logement locatifs. Et puis enfin, sixièmement, reconnaître le fait que les personnes autochtones sont dramatiquement surreprésentées parmi les personnes vivant l'itinérance. Il faut mettre en place les ressources pour mettre en œuvre et appliquer des stratégies de logement bien distinctes pour les personnes autochtones en milieu urbain et en milieu rural et du Nord. J'espère que ces 6 points sont utiles. Donc, je vais afficher le lien dans la boîte de dialogue. Merci, Nahid. Sophia, dernière observation pour conclure. Bon, au niveau des politiques, Nahid a très très bien décrit les politiques que nous devons mettre en œuvre. Donc avoir tout cela sous la main pour faire progresser notre programme, c'est très important. Puis au niveau des politiques, c'est un peu plus compliqué. Et c'est là où je pense le leadership transformateur entre en jeu. On a travaillé pour déterminer à quoi ressemble le leadership transformateur. Donc, qu'est-ce que les leaders doivent faire pour aborder la question d'une façon différente? Et d'abord, il y a un moment de réflexion à l'heure actuelle. Il faut donc réfléchir à la manière dont on change nos propres positions, dont on travaille d'une façon différente, dont on aide les autres à travailler d'une façon différente, et à réfléchir à ce que cela nous révèle quant à l'art du possible. Et je crois que nous avons la tendance à ne pas vouloir à éviter la dissonance cognitive qui consiste à croire une chose et en faire une autre. Si nous travaillons de façon très réseautée, très intégrée, il faut nous rendre compte que nous ne pouvons toujours le faire, même au-delà d'une urgence. Cela reflète les priorités clés. Le fait de pouvoir exposer la complexité du problème et avoir une conversation au sujet de cette complexité, plutôt que de nous cantonner dans les points de vue binaires, et afin que tout le monde puisse contribuer. Quand je dis tout le monde, je veux dire tout le monde. Je veux dire les clients et les pairs
et le personnel, les responsables de l'élaboration des politiques, les élus, les citoyens, les résidents. Je crois que nous devons faire participer tout le monde dans la conversation. Et une fois qu'ils y sont, c'est un nouveau mode, une nouvelle phase de co-conception. Donc nous avons tiré toutes sortes d'outils de notre boîte à outils parce que conceptualiser ces interventions dans nos propres espaces, ça peut être très important et il s'agit d'inviter un aussi grand nombre de personnes, surtout des personnes qui reçoivent ces services, pour voir à quoi cela doit ressembler, qu'est-ce qu'on doit ressentir et qu'est-ce qui sera durable. Je crois que ce sera un élément très important dans l'avenir. Donc voilà au niveau du secteur des politiques. Il s'agit d'interroger sur le leadership et ce qu'il exige de nous. Merci Sophia. Ian, quelques ultimes réflexions, mais je vais également demander aux panélistes, une question nous a été posée sur l'itinérance au niveau des personnes âgées. Si vous avez de bonnes références à saisir dans la boîte de dialogue. Nous n'allons pas aborder cette question, mais si vous avez des références à saisir, ce serait bien. Ian. Dans un espace de transformation, nous devons travailler au sein des systèmes et travailler sur les systèmes. Il faut que cela se passe en parallèle et se complète. Il faut que la main gauche sache ce que fait la main droite. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous avons aujourd'hui la possibilité de nous lancer bravement dans l'innovation. Il y a des choses qui marchent, si nous le savons, si on a des données pour prendre, on veut les monter en échelle plus que jamais, mais il y a aussi des questions auxquelles nous n'avons pas réponse. Et nous devons compter sur nos meilleures idées pour créer un espace nouveau, une opportunité nouvelle, une forme nouvelle de mobilisation, une forme nouvelle de soutien, parce que nous n'aurons peut-être pas d'autres occasions comme celle-ci de trouver certains de ces éléments. Et puis, nous devons, je pense dans l'espace de transformation, nous devons prendre le temps de reconnaître que nous devons faire valoir certains des avantages de cette situation des plus petites communautés qui se lancent dans ce secteur, utiliser donc ces nouveaux partenariats selon de nouvelles méthodes. Par exemple, il pourrait y avoir, dans le cadre de cette conversation, pendant longtemps, nous avons eu de non-cliniciens qui font beaucoup de travail de soutien pour les personnes en logement et nous n'avons pas vu beaucoup d'éléments. Donc je crois que c'est une façon de déterminer comment on peut intervenir et prendre certains des bons exemples. Bon, eh bien nous allons conclure à l'heure, semble-t-il. Je vais saisir l'occasion de remercier la FCASS d'avoir abordé ce thème dans la série Plein Feu. Je voudrais remercier nos panélistes. Cette séance m'a paru très très instructive. J'ai appris beaucoup de choses. J'apprécie que vous ayez pris le temps de participer à cet entretien et de partager votre expertise. Et de nous parler des relations, des raisons pour lesquelles elles sont tellement importantes, de la manière de reconnaître et d'aligner les intérêts des intervenants. Vous nous avez montré ce qui est possible et ce qui continuera d'être possible dans certains domaines, alors que nous progressons. Donc, merci beaucoup.